quelle serait la politique monétaire parfaite qui maintient l'inflation à un taux ni trop élevé ni trop bas, qui assure une croissance de long terme et dans laquelle les agents peuvent avoir foi. Dans les épisodes précédents, on a parlé un petit peu de la situation, on a expliqué qu'il y avait beaucoup trop de liquidités aujourd'hui, on a parlé des effets néfastes, on a également parlé de comment on est venu de la toute-puissance des banques centrales à l'impuissance des banques centrales, et aujourd'hui, on va parler un petit peu de qu'est-ce que serait une politique monétaire efficace, qu'est-ce que serait une bonne politique monétaire. Alors, encore une fois, en préambule, je rappelle toujours les éléments qu'il faut avoir en tête. En 2008, il y a la crise, donc une crise de liquidité, donc les banques centrales injectent de la liquidité et ça marche. D'accord ? Par la suite, elles ont continué à augmenter la liquidité, ça a augmenté le prix des actifs, je ne reviens pas là-dessus, et puis du coup, ça a créé ce qu'on appelle des effets de richesse. Bon, très bien. Le problème, c'est qu'après 2008, les banques centrales qui avaient le modèle qui fonctionnait sur la courbe de Phillips, on en a parlé la dernière fois, qui est l'arbitrage entre inflation et chômage, ou l'arbitrage entre inflation et croissance concrètement, mais ne fonctionnait plus puisque l'inflation avait disparu. Ce qui fait que là où le logiciel, on va dire, des banques centrales leur disait bon, pas d'inflation, donc mets les taux en plancher, avait réussi à fonctionner dans les 30 dernières années, maintenant il ne marchait plus puisque de toute façon il n'y avait plus d'inflation. Donc il n'y avait plus l'élément qui forçait les banques centrales à remonter leurs taux. Puisque en temps normal, l'inflation augmente, on baisse les taux, et puis du coup l'inflation est censée revenir, et là on les remonte. Mais si l'élément qui est censé faire remonter les taux, à savoir donc l'inflation n'est plus là, ça en devient dangereux, puisque du coup les taux sont beaucoup trop bas par rapport à l'économie. Et c'est concrètement la situation dans laquelle on se trouve depuis 2008. Le problème notamment avec des taux trop bas, on en a déjà parlé, c'est d'empêcher la lutte contre les prochains chocs, contre les prochaines récessions. Car si vous avez des taux déjà bas, si vous avez une liquidité abondante et si votre économie est habituée à fonctionner avec de la liquidité abondante, et que comme dit, elle s'est habituée, et puis que même avec de la liquidité abondante, elle commence un jour à faire un peu la gueule et à rentrer en récession, vous avez déjà tiré toutes vos cartouches, on va dire. Vous pouvez pas mettre les taux d'intérêt, on va dire, négatifs, et donc ça donne lieu aux politiques monétaires non conventionnelles, etc., etc., mais toujours dans le but d'augmenter la liquidité. Sauf que, dans le fond, on peut pas augmenter la liquidité jusqu'à l'infini, sous cause de créer de l'hyperinflation. Bon, donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Premièrement, il faut comprendre que à long terme, enfin à terme, une politique monétaire efficace, ce serait une politique monétaire qui a à la fois un taux nominal et un taux d'inflation, à l'équilibre, qui sont de 4%. 4%, pourquoi ? Parce que c'est pas trop élevé et ça laisse pas mal de marge de manœuvre en cas de récession. D'accord ? Donc 4%, ça laisse, on va dire, une bonne compétitivité. Ça réduit la dette réelle, ça c'est pas mal également. Et comme je dis, ça favorise, ça laisse un bon coussin pour les prochains ajustements en fonction des chocs. Le problème, c'est que, par exemple, notamment en Europe, on est basé sur l'ordolibéralisme allemand, et puis qui ont une phobie folle en fait de l'hyperinflation. Dans les mauvais souvenirs d'après-guerre, de 1920, etc., etc., la ruine qu'a pu connaître l'Allemagne, ça les terrorise absolument, ce qui fait que on ne veut vraiment pas essayer de faire repartir un peu trop d'inflation, parce que dans le fond, l'inflation, ça ne se contrôle pas. Et puis, comme disait, je crois que c'est Milton Friedman, c'est un peu comme le tube de dentifrice. Une fois que vous laissez une fois que vous avez sorti le dentifrice du tube, c'est compliqué de le remettre dedans. Bon, bref, c'est des petites formules assez connues, mais qui sont bons à rappeler parce que, comme dit, il suffit pas d'appuyer sur une touche d'ordinateur, de dire je veux de l'inflation à 3,6%, hop, appuyer sur entrée et puis c'est comme ça. Non, c'est très compliqué à gérer. La preuve, pendant 20 ans, ils n'ont pas réussi à faire revenir l'inflation et puis maintenant, ils n'arrivent plus à l'endiguer. Bon. Néanmoins, il faut comprendre que si on n'arrive pas à concrètement stabiliser l'inflation, parce que dans le fond, il peut y avoir plusieurs mécanismes. Par exemple, une inflation qui baisse trop, la demande baisse, donc vous allez avoir les salaires d'abord qui vont baisser, donc la demande qui baisse, et puis l'effet inverse, si vous avez trop d'inflation, une demande qui augmente, des salaires qui vont augmenter. Avec les rigidités nominales, ça peut créer des inflations prix-salaire. Bon, c'est pas le top. Donc si on n'arrive pas à maîtriser l'inflation, il faut que les banques centrales
se résignent à agir sur d'autres choses et à mettre, on va dire, leur indicateur sur d'autres choses. On relève notamment dans le livre, trois grands indicateurs que les banques centrales devraient surveiller. Premièrement, la stabilité financière. Donc, ça veut dire que les banques centrales, comme on l'a dit, se consacraient à la stabilité monétaire jusqu'à là. Mais désormais, il faudrait qu'elles s'intéressent aussi à la stabilité financière, parce que quoi qu'on le veuille ou non, euh, l'économie, c'est fait de cycles, des cycles d'expansion et des cycles de ralentissement. Et c'est lorsque on arrive dans des cycles de ralentissement qu'on observe toujours des corrections sur le prix des actifs. Ça veut dire que vous avez une bulle parce que tout va bien, donc ça monte un peu trop par rapport à la réalité. Et puis quand ça monte trop par rapport à la réalité et qu'on arrive dans un cycle de récession, et ben là on observe une correction et puis malheureusement bah, c'est des effondrements, c'est des krachs boursiers, etc., etc. Et ça a des effets sur l'économie réelle. Et donc ça, c'est pas bon, parce que la finance ne devrait pas avoir de tels effets sur la vie de monsieur et madame tout le monde. Donc pour ça, il faudrait réussir à stabiliser un peu plus la finance, donc ne pas mettre en place, par exemple, ces histoires d'aléas morales et de Grinch-Pan-Pot, comme on avait déjà pu en parler. Donc arrêter de vouloir à tout prix assurer la montée des prix des actifs et de croire, du coup, de rendre les financiers trop sûrs d'eux. Hein, parce que du coup ils ont un peu la voie libre pour faire n'importe quoi. Et surtout, il faut développer une panoplie d'outils autres que le taux d'intérêt pour la banque centrale, ce que d'ailleurs la Chine fait déjà, qui sont beaucoup plus précis, qui peuvent surveiller le taux d'endettement, qui peuvent réduire l'effet de levier fait par les banques ou par les hedge funds, qui peuvent par exemple surveiller la compression des spreads et des primes de risque, etc., etc. C'est toute une ingénierie financière à mettre en marche. Et en fait, ça existe déjà, mais dans le fond, il faudrait simplement que ce soit vraiment officiellement intégré dans le mandat des banques centrales, afin qu'elles puissent justement interagir plus minutieusement dans la finance et donc garantir une stabilité financière qui bénéficiera à tous et aux financiers en premier, dans le fond. Donc ça, c'est pour le premier volet, une stabilité financière. Deuxièmement, elle devrait également se baser non pas impérativement sur l'inflation, mais sur la croissance nominale. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, il faut différencier, on va dire, l'inflation sous-jacente et l'inflation qu'on observe. Et là, dans le livre, ils citent un bon exemple. Ils disent, en 2014, le prix du pétrole a baissé. Et en fait, la BCE en a profité pour se dire, bah tiens, c'est un risque de déflation, donc la déflation, c'est pas bien, donc il faut absolument qu'on baisse les taux, comme ça on va faire repartir l'inflation parce que c'est comme ça, parce que l'inflation, c'est notre seule cible, c'est les 2%. Or, par exemple, dans ce cas-là, c'est absurde, parce que une baisse du prix du pétrole, c'est bien, c'est pas de la mauvaise inflation, c'est simple, c'est une sorte de choc d'offres. On a de l'énergie qui est bon marché, donc on va pouvoir produire pour moins cher, et dans le fond, il n'y a pas de raison de pénaliser ça. C'est pas une surchauffe de l'économie. Donc il faudrait que la banque centrale ne soit pas fixée sur l'inflation, mais se dise très bien, est-ce que ça c'est un choc qui favorise la croissance? Est-ce que ça c'est un choc qui favorise plutôt on va dire une récession, etc., etc. Parce que dans le cadre comme dit, d'une baisse du prix du pétrole, ça peut augmenter la demande, on peut y avoir du coup, d'un côté on va avoir deux phénomènes, on va avoir un choc d'offre qui fait que on produit plus et à coût moins élevé, donc les prix baissent, donc c'est tant mieux on va dire, mais d'un côté ça peut aussi augmenter la demande, ce qui fait que les prix vont monter, mais l'important, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe avec la croissance nominale et sortir absolument de cette grille de lecture qui est uniquement l'inflation. C'était le troisième indicateur. Et alors, il parle aussi également de la déflation par la dette. Ce qu'il explique, c'est que un taux d'intérêt trop bas, ça favorise le surendettement. Et un surendettement, bah, c'est pas bon, parce qu'une fois qu'on est surendetté pour des projets qui ne rapportent rien parce que l'argent ne coûte pas cher, bah, on ne peut plus, notre capacité d'endettement est finie. Et donc, ben, on n'emprunte plus pour les projets qui mériteraient, on va dire, de survivre et qui rapportent une bonne rentabilité. On avait déjà évoqué ce point-là, mais du coup, ça rentre dans ce volet-là, ça rentre dans ce fait de
pas toujours abaisser euh, les, les taux au profit de l'inflation et compagnie, mais vraiment se focaliser sur la croissance nominale. Et enfin, le troisième volet proposé dans le livre pour le contrôle optimal de la politique monétaire, c'est le contrôle de la quantité de monnaie. C'est-à-dire que c'est l'objectif final finalement d'une banque centrale. C'est ce qu'on apprend dans les modèles, dans le ISLM et compagnie. C'est que on a l'offre de monnaie MS ou M0 qui est finalement l'intervention de la banque centrale, parce que à terme, avec les taux d'intérêt, avec on va dire, le canal du crédit et compagnie, c'est la seule finalité. C'est la seule finalité, aux yeux de la banque centrale, c'est la liquidité. Et donc, à la base, une banque centrale, c'est un prêteur en dernier ressort, et c'est quelqu'un qui émet la quantité de monnaie raisonnable par rapport aux besoins de l'économie. Si l'économie a besoin de beaucoup de monnaie parce que de partout il y a des entrepreneurs, etc., on augmente la quantité de monnaie et puis on réduit la quantité de monnaie lorsque l'économie n'a pas besoin de monnaie pour éviter qu'il y en ait trop et que ça fasse monter les prix. Bon. Le problème, c'est que à partir des années 70, elles ont eu, comme on l'a expliqué dans la précédente vidéo, le prisme unique de l'inflation. Et à partir de là, elles ne sont plus dit tiens, je vais augmenter ma quantité de monnaie en circulation parce que l'économie en a besoin ou quoi que ce soit. Elles se sont dit, bon, il n'y a pas d'inflation, autant imprimer parce que c'est le fameux truc, je baisse le taux d'intérêt, l'investissement augmente, enfin, le PIB augmente, quoi. C'est le vieux truc en macro. Mais malheureusement, on voit bien que ces excès de liquidité qui ne sont pas corrélés à une demande, on va dire, saine de liquidité pour des projets rentables, pour des projets innovants, pour des projets qui garantissent une croissance à long terme, bah, favorisent tout ce qu'on avait dit dans la deuxième vidéo, hein, les mauvais effets, les inégalités, la spéculation sur les marchés financiers avec l'éclatement des bulles et les effets que ça a dans l'économie réelle, etc., etc. Donc si on devait résumer, encore une fois, pour une bonne politique monétaire, il faut premièrement une stabilité financière, donc plus d'outils pour la banque centrale. Il faut également se focaliser sur la croissance nominale et pas juste se dire tiens, il y a un risque d'inflation ou de déflation, mais se dire tiens, c'est bon pour la croissance nominale, donc on ne va pas casser les pieds à tout le monde. Et puis troisièmement, un contrôle vraiment optimal sur la quantité de monnaie en circulation. Parce que dans le fond, c'est la fameuse phrase, l'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire, mais dans le sens où, bien que ce soit les chocs d'offres et de demande qui causent, on va dire, les prix, qui causent la fluctuation des prix, c'est avant tout quand même la quantité de monnaie en circulation qui va déterminer, d'une manière ou d'une autre, le niveau des prix. Ça, c'est aussi important à comprendre. C'est-à-dire que, par exemple, si aujourd'hui vous trouvez qu'on a des prix trop élevés, dans le fond, si on réduisait drastiquement les comptes bancaires de chacun, la monnaie en circulation sur les comptes bancaires de chacun et partout, si on réduisait partout de moitié la quantité de monnaie qu'il y a dans la caisse de la boulangerie et sur dans votre porte-monnaie, dans le fond, il y aurait une sorte d'absence d'illusion monétaire à long terme. On appelle ça comme ça. Bon, bref, tout ça pour dire qu'il faut avoir un bon contrôle sur la quantité de monnaie en circulation parce que, dans le fond, sinon ça crée des tensions inflationnistes et ça crée tous les problèmes qu'on a déjà évoqués. Alors maintenant, pour conclure, on va un peu parler également de tout ce qui est le pouvoir qu'on donne aux banques centrales. La manière dont c'est géré, la manière dont les banquiers centraux sont légitimes plus ou moins à être au pouvoir. Alors, premièrement, encore une fois, il faut toujours revenir à ça, c'est que désormais, c'est la finance qui domine l'économie réelle. On l'a vu déjà depuis 2008, hein, avec la crise de 2008, et puis on continuera à le voir dans les prochains temps, euh, dans le sens où c'est la banque centrale qui est le maître du monde aujourd'hui. On le voit bien, un petit décalage aujourd'hui du taux d'intérêt des banques directeurs de la Fed ou de la BCE, ça peut provoquer une chute drastique de notre niveau de vie. Ça peut provoquer des faillites bancaires. Ça peut provoquer la ruine de certains épargnants. Vous voyez ce que je veux dire on a vu tout ça. Ce qui fait qu'on se demande si, dans le fond, des mecs derrière un bureau qui ont le pouvoir de vie ou de mort sur votre niveau de vie et sur toute une économie, est-ce qu'ils sont légitimes? Est-ce qu'ils sont compétents?
Est-ce que la monnaie ne serait pas une affaire trop sérieuse pour être laissée aux banquiers centraux? C'est ça les questions qu'on va essayer de se poser. Dans le fond, comme on l'a dit la dernière fois, l'indépendance des banques centrales, ça a été mis en place pour éviter que les intérêts personnels des dirigeants politiques euh, influencent la bonne conduite de la politique monétaire qui favorise le bien-être à long terme. Euh, mais du coup, cette espèce d'indépendance qui fait que c'est pas le peuple qui va lire les banquiers centraux, elle peut être remise en cause. Dans le fond, pour une bonne indépendance, la définition que Gordon et Barrow avaient notamment soulignée, c'est qu'il faudrait que ce soit pas un mec du gouvernement, il faudrait qu'il ait pas de compte à rendre pour qu'il soit crédible, et pour la qualité du dirigeant, bien sûr, il faudrait que ce soit un leader. Mais forcément, quand vous êtes ni élu et que vous n'avez pas de compte à rendre, vous avez intérêt à être un très très bon enfant de cœur pour ne pas faire n'importe quoi au détriment de vous et de vos proches et des conflits d'intérêts que vous pouvez avoir. Ça peut, comme dit, ça peut être questionné. Alors dans le fond, si on a laissé autant d'indépendance, on va dire, aux banques centrales, c'est aussi également parce que à cette époque-là, on avait encore en tête tout ce qui est par exemple, ce que Milton Friedman avait dit et ce que les monétaristes avaient repris au classique, à l'école classique, qui est cette dichotomie entre sphère réelle, sphère monétaire. Ça veut dire que concrètement, ce qui se passe avec la monnaie reste dans la sphère monétaire financière, et puis ce qui se passe dans l'économie réelle, ça concerne le marché du travail, la demande, l'offre et compagnie. Or, ça marche dans les modèles à long terme et compagnie, mais aujourd'hui, dans le monde de tous les jours, on sait bien qu'il y a un lien entre les deux. Donc, faudrait se demander si est-ce que ces gens-là sont vraiment compétents. On peut citer quelques exemples où les dirigeants n'ont pas été très compétents, les banquiers centraux, avec notamment Greenspan, qui avait mis les taux d'intérêt réels négatifs, encore une fois, pour favoriser l'essor des cours boursiers. On avait également la Banque centrale d'Espagne qui ne s'est pas du tout inquiétée de la flambée des prix de l'immobilier, ou encore la Banque centrale du Japon avec le quantitative easing en 2013 qui a complètement déprécié le yuan. Donc ça pose un tas de questions et ça vient compléter encore une fois ce qu'on disait avec dans cette vidéo pour la bonne politique monétaire. Il faut se poser également la question des dirigeants, de la manière dont ils peuvent être nommés, de la manière dont on peut également les critiquer. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, on ne peut pas vraiment foudroyer un banquier central indépendant parce que par définition, il n'a pas de compte à rendre à personne. Donc, ça nous met dans une position extrêmement délicate et voilà, c'était pour souligner cette limite de la banque centrale indépendante par rapport à la recette, à la recette magique pour créer une bonne politique monétaire. Donc on arrive un peu au terme de cette série. Donc on va un peu se résumer, on va un peu résumer, dire tout ce qu'on a dit, et on expliquera également, comme le dit Patrick Artius dans le bouquin, pourquoi la prochaine crise sera pire. Premièrement, on a une liquidité qui a augmenté, d'accord, mais une croissance qui stagne. Ok, on a on a une croissance, comme dit, potentielle qui est très 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 faible, la croissance de long terme attendue. Le problème, c'est que cette baisse de croissance de long terme, ça vient de problèmes qui sont structurels. On en a parlé et on en parlera dans une autre série de vidéos qui seront dédiées à ça. Mais on a aujourd'hui des goulets d'étranglement, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a, par rapport à tout ce qu'on veut, il n'y a pas assez de main-d'œuvre qualifiée, il n'y a pas assez d'infrastructures, il n'y a pas assez de tout ce qu'on veut. Il y a une chute de la productivité, il y a une chute de l'innovation, et il y a aussi une chute des systèmes d'éducation et de formation. Bon. Au lieu de travailler et de réformer ces problèmes structurels, on a préféré se dire, bah tiens, en 2008, ça a marché, les banques centrales, donc il n'y a pas de raison qu'on prenne les choses en main. Dans le fond, c'est beaucoup plus simple de baisser un taux d'intérêt que de dire, tiens, comment je vais pouvoir réformer l'éducation nationale. Le problème, c'est qu'en laissant péter la liquidité à la hausse, on a à la fois des problèmes sur la demande avec un surendettement et des problèmes sur l'offre avec tout simplement une chute de la productivité, puisque de toute façon, les entreprises zombies peuvent emprunter. Et puis comme dit, pour la demande avec le surendettement, c'est le fait que l'argent ne coûte pas cher, donc on s'endette. Mais une fois que si les revenus et la création de richesse ne suivent pas, et qu'en plus il y a pas d'inflation qui grignote cette dette, bon vous êtes juste surendetté et puis c'est tout.
Pourquoi alors, si on sait que la liquidité c'est mal, les dirigeants, les banques centrales ne reviennent pas en arrière? Bah, tout simplement parce qu'une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, c'est compliqué de revenir en arrière. Pour plusieurs raisons, trois principalement. Bon, on vient de dire que les agents sont surendettés parce que l'argent ne coûte rien. Donc, si vous êtes surendetté, pour pouvoir réendetter alors que vous avez déjà votre capacité d'emprunt qui est saturée, il faut vraiment que l'argent ne coûte pas cher. Donc, si on augmente les taux d'intérêt, ça ferait baisser l'endettement, donc ça ferait baisser la demande. C'est pas bon. En plus de ça, on aura, si vous voulez, tous ces effets de richesse, hein, dont on a beaucoup parlé dans cette série, qui vont partir également, puisque les prix des actifs vont forcément baisser, vu que les marchés sont dopés à la liquidité. Enfin, on aura un krach obligataire et une crise bancaire. Pourquoi? Patrick Artus a écrit le livre en 2016, mais nous on est en 2023, donc on peut voir un peu si ces prédictions sont justes. Donc effectivement, la remontée des taux qu'on a vécu a créé un krach obligataire et a créé des faillites bancaires. Pourquoi? C'est toujours les mêmes mécanismes. Lorsque vous êtes une banque et que vous avez des dépôts et qu'au lieu de laisser dormir ces dépôts, vous ne pouvez pas, vous allez acheter des bons du trésor américain ou des obligations américaines à 10 ans qui ont été quasiment toutes émises avec un taux d'intérêt à 0%, donc qui sont très hauts, qui ont été achetés très cher par rapport à leur valeur nominale. Et donc, et sachant que la duration d'un portefeuille moyen, c'est environ 7 ans, 7-8 ans, ça fait bien plus que 7-8 ans que les taux sont bas et que la liquidité est abondante. Donc, les obligations, toutes, elles ont été renouvelées à quasiment toutes 0% dans les portefeuilles obligataires des banques, dans les portefeuilles obligataires des assurances, des fonds de pension et compagnie, qui ont des réglementations et qui on les oblige à acheter ces fameux actifs sans risque qui sont les bons du trésor et les obligations d'État, les dettes souveraines. Lorsque vous remontez vos taux d'intérêt, et ben finalement toutes les nouvelles obligations qui vont être émises par les États vont vous servir du 3-4%, tandis que les autres vous servent du 0%, du 0,25%. Donc plus personne n'en veut des anciennes, leur prix baisse, et donc lorsque vous êtes une banque, comme la Silicon Valley Bank, vous enregistrez une perte. Alors c'est un peu plus technique parce que il y a différents, soit on comptabilise ça comme étant le mark to market, soit c'est on comptabilise ça comme étant le prix d'achat. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Mais simplement, vous avez un krach obligataire, vous avez des faillites bancaires à cause de ça, hein, parce qu'en plus, du coup, il y a des professions autoréalisatrices qui font que les agences disent tiens, ma banque va sûrement faire faillite, donc je retire ma liquidité. Donc les gens, donc qu'est-ce que doit faire la SVB? Vendre ces trucs, ces obligations du trésor pas chères pour filer de la liquidité à ses clients, et c'est comme ça qu'elle fait faillite. Et puis c'est comme ça. Et puis pourquoi les gens retirent leur liquidité? C'est pas que parce qu'ils suspectent la faillite bancaire, c'est parce que même eux, je parle pas de Madame Michou ou du particulier du coin, mais les gros investisseurs, les grosses entreprises ne vont pas laisser dormir leur trésorerie, étant donné que maintenant, avec la courbe des taux qui est inversée, vous avez des obligations qui vous rapportent du 4%, du 3 mois qui vous rapporte 3% par exemple. Donc voilà, ça crée une crise de liquidité, ça crée des crises bancaires, hein, c'est pour ça que je fais un petit commentaire sur ce qui s'est passé en 2023, preuve que c'est pas des conneries ce qui a marqué dans le livre. Et donc ça nous montre bien que effectivement, trop de liquidité pendant trop longtemps, ça empêche de lutter contre les prochains chocs. Et encore une fois, là on a une inflation à 2 chiffres. La Fed, la BCE ont tardé à monter leurs taux parce que dans le fond, elles savaient très bien qu'elles pouvaient pas les monter sans provoquer un bain de sang, ou du moins, du coup, elles essayaient de les monter très 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 progressivement. Mais dans le fond, même en les montant très progressivement, ça ne peut que créer des problèmes, des ralentissements économiques monstrueux à côté, comparé à une situation saine où les banques auraient maintenu des taux de marché, tout simplement. Où les banques centrales auraient maintenu des taux de marché, n'auraient pas mis leur taux à 0% et la liquidité à zéro, enfin, auraient laissé filer la liquidité pendant 13 ans quasiment. Donc pour le mot de la fin, je terminerai avec ces 6 réformes que conseille Patrick Artus. Très rapidement, voilà, on l'a dit, laisser de côté la cible d'inflation pour les banques centrales si tout simplement l'inflation a disparu. Ça paraît logique, hein. Prendre en compte également la croissance potentielle, donc la croissance nominale.
dans l'intervention des banques centrales, hein, comme l'exemple que j'ai donné avec le prix du pétrole qui chute. Si le prix du pétrole chute, c'est pas grave, hein, on préfère qu'avoir un pétrole, une énergie bon marché, qu'avoir une pénurie d'énergie, ou des prix du pétrole qui s'envolent, ou d'électricité qui s'envole, comme on l'a vu en 2022-2023. Également, il faut que le FMI et d'une manière générale les institutions, voilà, on va dire mondiales, euh, fassent en sorte de faire respecter une certaine coordination des politiques monétaires pour que les politiques monétaires ne soient pas faites indépendamment de chacun dans son coin. C'était à la base l'objectif de l'euro d'ailleurs, mais il faudrait faire ça sans rentrer bien sûr dans une monnaie commune à l'échelle de la planète, ce qui n'a aucun sens, mais il faudrait coordonner un minimum les politiques monétaires et forcer à ce qu'elles soient coordonnées. Il faudrait également renoncer à une politique monétaire expansionniste et des taux bas pendant trop longtemps. Pourquoi? On l'a dit, la duration d'un portefeuille obligataire, c'est environ 7 ans. Donc il faut absolument, absolument éviter des situations où où un portefeuille obligataire des fonds de pension, des banques, des assurances et compagnie se sont renouvelés et sont bourrés d'obligations que à 0%. Ça, c'est dramatique parce que ça veut dire qu'on peut absolument rien faire sans prendre un crack obligataire et sans faire prendre des risques massifs aux assureurs en cas de remontée des taux. Et pour rajouter encore un petit truc là-dessus, on le voit bien, ce qu'a proposé de faire la Fed, ça a été de dire, ok les gars, si vous voulez, on vous rachète les obligations qui ont été émises à leur prix d'origine. Ça veut dire que si on les a émises, vous les avez achetées à 100, qu'aujourd'hui elles ne valent plus que 70, et que vous devez les revendre, au lieu de les revendre à 70, les gars, on vous les revend à 100. C'est bien, enfin je dis pas que c'est bien ou c'est mal, en temps de crise c'est bien d'intervenir parce qu'on va pas mettre tout le monde à feu et à sang, mais ça prouve bien que dans le fond c'est contre-productif puisque ça réaugmente la liquidité et ça prouve que les banques centrales sont dans ce piège de la liquidité. Enfin, il faut utiliser également une politique monétaire seulement si on a un problème monétaire, ça paraît évident, mais depuis, comme dit, 2008, là où la politique monétaire a bien fonctionné parce que c'était un problème monétaire, c'était un problème de liquidité. Là, on a des problèmes structurels et face à des problèmes structurels, des problèmes d'éducation, de flexibilité du marché du travail, de productivité, d'innovation et compagnie, on ne règle pas ça avec des politiques monétaires. C'est comme essayer d'enfoncer, de visser quelque chose avec un marteau ou d'enfoncer un clou avec un tournevis. Ça ne marche pas. Il faut les bons outils pour les bons problèmes, pour les bons objectifs. Enfin, il faut garder un niveau de liquidité raisonnable par rapport aux besoins de l'économie. Encore une fois, ça paraît logique, hein, mais si l'économie a besoin de 100 euros pour fonctionner et qu'on lui en met 400, on se doute bien que soit il va y avoir de l'inflation, soit il va y avoir des poches d'argent qui vont ne pas être utilisées, qui vont être gardées de côté et qui du coup vont partir alimenter des bulles dans les marchés financiers, qui lorsqu'elles éclateront vont dégrader complètement l'économie réelle. Voilà. Donc, c'est des conseils qui paraissent bêtes, mais qui dans le fond ne sont pas appliqués et qui vont mettre du temps et qui auront un certain coût à être mis en place. Pourquoi? Parce que on voit bien que là, la situation monétaire, financière, là, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le 26 avril par exemple 2023, c'est quand même tendu. On est dans un monde où il y a quand même beaucoup trop de liquidités, où les fondamentaux sont décorrélés des prix des actifs. Et par conséquent, il faudra, de toute façon, si on veut absolument un bon système comme le préconise par exemple Patrick Artus, il faudra un peu raser tout ça, il faudra raser pour reconstruire, il faudra de toute façon un jour que quelqu'un paye les pots cassés de tout ça. Donc, voilà. Affaire à suivre. Donc c'est la fin de cette petite série sur ce livre, je l'ai même pas montré, mais c'est La folie des banques centrales de Patrick Artus. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Si vous n'avez pas envie de vous ruiner, vous êtes étudiant ou quoi, et que vous voulez quand même acheter les livres, petit conseil, prenez-les en occasion, ça coûte moins cher. Au lieu de payer le bouquin 15 balles, vous le payez 2 euros. Et puis si ça vous dérange pas trop d'avoir un livre d'occasion. Je vous mets des liens pour voir d'autres playlists, voir d'autres séries de vidéos hein, sur
sur les prochains thèmes qu'on abordera sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.